Alors merci. Donc maintenant, on va faire place à Fabien Valos, qui est philosophe et philosophe, gastronome et, et professeur ici à l'ENSP, et qui nous fait le plaisir de venir nous parler du concept de Cora. Merci Caroline. J'ai besoin du micro ou pas? Ah oui, ça enregistre. Oui, pardon. Sauf que... Allez, bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer aujourd'hui de proposer non pas une interprétation, mais un mode de compréhension de ce que Caroline et Guillaume appellent la question du tiers et du tiers paysage. Évidemment, merci à l'un et l'autre pour cette invitation. Évidemment, merci à l'école pour pouvoir organiser ce genre de choses. Et donc, le titre de la conférence, c'est le... Oui, pardon, évidemment, oui. Merci, merci Zoélie. Je suis désolé. Le titre de la conférence, c'est un verbe, la première personne, qui est un verbe grec, qui est choréo, qui signifie je fais place, enfin, qu'on peut traduire en français par je fais place. Et c'est à partir de ça que j'ai essayé de proposer une interprétation du concept de tiers tel que vous le proposez. Et donc, je maintiens, puisque vous le proposez sur deux manières. Vous le proposez à la fois accolé à image, en tant que tiers image, et vous le proposez aussi sur une locution verbale qui est faire tiers, et que moi, je vais essayer de comprendre à partir de ce faire place, et à partir de cette question, de ce verbe grec choréo, qui est un problème liminaire à la philosophie et qui va être un problème fondamental pour la pensée moderne et la pensée contemporaine. Donc c'est ça que je vais essayer de proposer quelque chose pour qu'on puisse essayer de comprendre. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, votre référence au faire tiers et au tiers est empruntée évidemment à Gilles Clément. Gilles Clément, comme vous l'avez dit vous-même, a longtemps travaillé sur cette question que ce faire paysage, c'est Gilles Clément, est emprunté à l'expression politique du tiers-État. C'est une référence qui est directe, une référence qui est fondamentalement politique à partir de ce moment-là. Et vous avez vous-même cité cette fameuse référence de l'abbé Sieyès dans son pamphlet de 89 qui, je le répète, dit « Qu'est-ce que le tiers-État? Tout. Qu'est-ce qu'il fait? Rien. Qu'aspire-t-il à devenir? Quelque chose ». Moi, je vais m'intéresser aux trois réponses, le tout, le rien et le quelque chose. Et c'est à partir de ça que je vais essayer de comprendre à la fois comment on peut penser se faire place et comment on peut essayer d'interpréter cette question de la Cora chez Platon et chez Derrida. Donc à partir de ça c'est le liminaire. À partir de ça, moi j'ai trois références, j'ai trois objets de base. Le premier qui est le texte qui a été, on va dire, écrit et plus ou moins édité, on va dire, en 360 avant notre ère, qui est le texte de Platon qui s'appelle le Timée, qui est un texte fondamental à plein d'égards, qui est d'une extrême complexité et qui nous ennuie beaucoup pour plein de raisons, dont j'essaierai de dire quelques mots. Un texte publié en 1993, qui est le texte Cora de Jacques Derrida, qui nous ennuie aussi à plein d'égards pour sa lecture et sa compréhension, et un texte d'un des élèves de Jacques Derrida, qui a été lui mon maître. Jacques Derrida n'a pas été mon maître, mais Pierre Damien il a été, et que ce texte a été publié en 2006, qui s'appelle Faire place, et qui sera le point de conclusion autour de ça. Donc je vais essayer de travailler autour de l'écriture de ces trois éléments pour essayer de comprendre cette question de tiers, qu'est-ce qui est nommé comme tiers à partir de cette question de la place. Alors, la première chose, je suis désolé, il va y avoir 5 minutes de philo un peu hard, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. La première chose, c'est d'essayer de comprendre cette question du timé. Qu'est-ce que c'est que ce texte? Et qu'est-ce qu'il dit pour nous? Et qu'est-ce qu'il tente encore de dire aujourd'hui pour nous? Alors le Timée, c'est un texte qui est tardif, puisqu'il fait partie de la maturité de Platon, il fait partie d'une trilogie dont il nous manque un des termes, etc. Mais c'est un texte fondamental parce que... Alors il est fondamental à deux égards. Il est fondamental parce qu'il met en place une cosmogonie, c'est-à-dire il va essayer de mettre en place une manière de comprendre l'arrangement du monde, c'est-à-dire d'où nous provenons, en fait. La question n'est pas plus simple que ça. D'où nous provenons. Mais le problème, c'est que cette cosmogonie qui est construite par Platon est une cosmogonie qui va se faire, et Platon a recours assez souvent à ce genre de truc, qui est une cosmogonie qui va se construire à la fois sur ce qu'on appelle le logos, c'est-à-dire la construction logique la plus stricte, et en même temps ce qu'on appelle le mythos, c'est-à-dire le récit. Et c'est ça qui est extrêmement compliqué pour nous à dépatouiller. Ce sera le grand enjeu de Derrida, d'essayer de comprendre à l'intérieur de ça comment on fait pour arriver à produire de la pensée à partir d'un truc étrange qui est une synthèse bâtarde, selon les termes mêmes de Derrida, entre du récit,
du récit plus ou moins mythologique, et un texte logique, ou un texte en tout cas de la philosophie. Et au milieu de ça vont apparaître un certain nombre de concepts qui vont être pour nous fondamentaux. Alors ces concepts, on peut les résumer de 3 manières. C'est-à-dire la construction de cette cosmogonie, c'est-à-dire qui tente d'expliquer pour Platon l'origine du monde, c'est-à-dire en fait, en gros, qui tente de répondre à la question qu'est-ce qu'on peut bien foutre encore ici. La réponse de Platon, d'un point de vue méthodologique, la réponse de Platon, elle est fondée sur 3 trucs, 3 objets, qui est la théorie de l'espace, une théorie de l'espace. Cette théorie de l'espace, c'est ce dont je vais parler aujourd'hui. Cette théorie de l'espace, c'est la question de la Cora. Une théorie du temps. Il faudrait refaire une autre conférence pour parler de ça. Et puis après, évidemment, la question qui sera centrale à plein d'autres égards, mais qui sera l'objet d'une autre réflexion, qui est la question de la transformation des éléments. Comment les éléments se transforment à partir de la relation entre le temps et l'espace. Bon, qui est grosso modo le liminaire de la philosophie, qui est grosso modo tout ce que le XXe siècle va tenter de refaire en repartant à partir de ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce texte de Platon, le Timée, c'est un texte qui est philosophique, c'est un texte qui est profondément philosophique, fondé sur un récit mythologique, mais dont l'enjeu de ce texte est un enjeu politique. L'enjeu du Timée est politique. Je pense qu'il faut toujours le rappeler de manière extrêmement puissante. Il est politique pour une raison qui est très simple, c'est que l'enjeu du texte, c'est d'essayer pour Platon de faire comprendre ce qu'est cette puissance, la provenance de la puissance de l'être, du vivant, face à la violence de la réalité. C'est ça, en fait, s'il fallait le dire de la manière la plus contemporaine possible, ce serait ça l'enjeu du Timée. C'est-à-dire de comprendre comment le vivant, et particulièrement notre vivant humain, fait face à la violence de la réalité. Et à cette violence de la réalité qui ne cesse de produire des accidents, qui ne cesse de produire des événements et qui ne cesse de produire des découpures, des déchirures en permanence sur ce qu'est le monde. À partir de ça, Platon va développer 3 concepts centraux. Alors, je parlerai un tout petit peu des 3, mais c'est le 3e qui va m'intéresser. Je suis désolé, il va y avoir 3 mots grecs. Le premier, c'est le concept toon, O-N. Toon, qui se traduit de manière extrêmement simple par l'être. On, c'est le participe présent du verbe yemai qui veut dire être. Toon, c'est donc l'être, avec l'apostrophe, le L apostrophe et l'être. C'est exactement comme on fait nous en substantivant l'infinitif. C'est donc la question de l'être. La première question centrale du Timée, c'est donc l'être. Et qu'est-ce que c'est? La deuxième question, qui est une question qui, à mon sens, a été pas assez travaillée dans l'histoire de la pensée, et pas du tout assez travaillée dans l'histoire de la philosophie, c'est le ta isteta, qui vient du verbe aestanumi, qui veut dire percevoir, recevoir, éprouver quelque chose. Cet aisteta, moi je vais vous le proposer, je vais vous proposer une traduction, et puis on essaiera de construire quelque chose à partir de ça. Et le 3e concept que Platon propose, c'est le concept de ekora, ou echora, s'il faut le prononcer en grec, qui est cette chose un peu particulière dont on va essayer de comprendre aujourd'hui, pour essayer de comprendre ce qu'est ce tiers qu'on va accoler à paysage, ou image, ou faire tiers, etc., etc. Donc, si je le traduis d'une manière brutale, c'est-à-dire si je le traduis de manière contemporaine, toon, c'est l'être, taisteta, c'est l'existence, et hechora, c'est la question du devenir. Voilà, ce seraient les 3 manières de le traduire, c'est être, existence et devenir. Et la question de Platon, elle est très simple, c'est-à-dire que le concept central, c'est Cora, c'est l'espacement, l'espace, à partir de laquelle l'être pourra advenir à l'existence. Voilà. La question centrale, c'est pas plus compliqué que ça, c'est précisément cette structure. La question, c'est qu'il faut arriver à comprendre ce qu'est cette Cora, et c'est ça qui est le plus compliqué, c'est ça que je vais essayer de gloser maintenant, essayer de vous proposer quelques chemins pour arriver à comprendre cette question-là. Alors, ça veut dire, dans un premier temps, alors ça je le fais évidemment à partir du texte de Platon du Timée, mais je le fais aussi évidemment à partir de la lecture qu'en fait Derrida en 93, et le travail qu'on fait depuis 93 de tenter de lire ce texte si compliqué de notre cher Jacques Derrida. Ça veut dire que dans un premier temps, on peut considérer que Cora, qu'on écrit KHO circonflexe RA, Cora désigne un emplacement. Alors, ce sera le seul moment, je m'en excuse, ce sera le seul moment où moi je vais être obligé de faire quelque chose qui s'approche d'une métaphore. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce dont on doit comprendre sur la Cora ne doit jamais être métaphorique. Mais c'est le seul moment où je vais devoir passer par un langage qui est légèrement métaphorique pour le comprendre. Parce que c'est entre autres un des termes qui a été utilisé à maintes reprises pour essayer de traduire ce qu'est la Cora. Donc on va dire pour le moment que Cora désigne un emplacement, une place, un espace, en tant que c'est un réceptacle. En tant que c'est un réceptacle de quelque chose. C'est-à-dire c'est le réceptacle
d'un être pour qu'il puisse advenir à l'existence. Un réceptacle pour que quelque chose advienne. Okay, en somme, c'est ce que je viens de dire, pour que l'être advienne à l'existence. À partir de ça, il faut comprendre qu'il y a une différence fondamentale dans la pensée grecque et dans la pensée qui nous occupe, nous, entre ce qu'on appelle un topos. Le topos, c'est le lieu où est situé un corps, tandis que la chora, c'est la place qu'on occupe et qu'on cède immédiatement en se déplaçant. Et à partir de ça, on a les deux choses qui nous importent le plus. Un, chora permet de produire une différenciation fondamentale avec la question du lieu, comme topos. Le lieu, c'est simplement quelque chose qui permet de situer. Et on s'arrête sur cette question-là. Chora, c'est quelque chose qui est évidemment, il n'y a pas de situation dans chora. Chora, c'est un espace très particulier qui permet en fait d'occuper une place à un endroit en sachant qu'au moment où j'occupe cette place, je vais devoir la libérer. Parce que puisque je suis en mode comme existence, je suis donc un être du mouvement, et en tant que mouvement, je vais devoir quasiment immédiatement libérer la place que j'occupe. Chora, c'est donc cette obligation à faire place. C'est à la fois la manière de prendre place et à la fois la manière d'obliger à me dégager de cette place et à la libérer. Et c'est ça qu'il va falloir essayer d'arriver à comprendre. Alors, la deuxième chose qu'il faut comprendre, une fois qu'on a compris ça, la deuxième chose qu'il faut comprendre, ça c'est encore un peu plus embêtant, c'est que chora, le concept de chora, c'est donc un substantif en grec, qui est un substantif qui est donc dans la langue qui est un substantif féminin. Mais il faut comprendre que chora, c'est un terme qu'il faudrait comprendre comme étant jamais genré, totalement indésigné, totalement indescriptible et totalement non conceptualisable. C'est quelque chose qui ne devrait pas exister en tant que c'est pas un objet. Ça n'est absolument pas un objet. C'est quelque chose d'autre. Et alors c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il va falloir essayer de comprendre ce que c'est que quelque chose d'autre. Pour le moment, je vais simplement essayer de le proposer de la manière suivante. Chora, c'est ce qui permet le mouvement. Voilà, au point le plus simple de la chose, chora est ce qui permet le mouvement. Et c'est ça que je vais essayer de vous proposer maintenant. Je vais essayer de déconstruire quelque chose et de vous proposer deux cheminements pour arriver à comprendre ce que vous proposez comme étant tiers. Alors, c'est donc chora, on va essayer d'abord de le traduire en français par le mot espace, mais espace au féminin. Une espace, et pas un espace. Ça, c'est la première chose. Ça ne peut en aucun cas être un espace en tant que tel. C'est donc une espace. Cela suppose que comme corps, nous advenions depuis une prise de place, une prise d'espace, et qu'aussi vite que possible, en fait, ça devienne un faire-place. Ça, je crois que c'est la structure la plus essentielle à comprendre depuis cette question-là. Ça veut dire que depuis la chora, depuis ce qu'on appelle la chora, je peux prendre place, mais je ne peux pas m'installer. Il n'y a pas d'installation possible dans la chora. Ma condition d'existence sensible, laïsteta, m'oblige à faire place. C'est ça qui serait la définition de la condition d'existence. L'être veut demeurer, la condition d'existence m'empêche de demeurer. Elle m'oblige au mouvement et elle m'oblige au faire place. Ce serait la définition liminaire de ce qu'on devrait être, c'est d'absorber cette question du faire place. Alors, évidemment, il y a une limite à ça, et cette limite à ça, elle est fondamentale parce qu'elle a été faite un tout petit peu avant le texte de Derrida, et elle a été faite par un autre penseur qui est assez essentiel, qui s'appelle Gilles Deleuze. Et Gilles Deleuze l'a fait d'une manière assez brillante, puisque Gilles Deleuze a compris qu'il y avait deux problèmes majeurs à cet endroit-là. Le premier, c'est qu'il a compris en fait que ce que Platon appelle la chora, c'est ce que Deleuze va appeler dans ses théories la question du devenir. Qu'est-ce que c'est que l'essence de l'être? C'est le devenir. C'est-à-dire que l'essence de l'être, c'est la possibilité d'advenir à quelque chose d'autre que ce qu'il est dans un instant situé. C'est ça, la condition d'existence. Il n'y a pas d'autre possibilité de définir la condition d'existence que ça. Et la deuxième chose, c'est que Deleuze va comprendre un truc qui va être essentiel. Il va comprendre que, évidemment, cette condition d'existence, elle n'est jamais aussi simple qu'elle n'y apparaît. C'est-à-dire que cette condition d'existence, elle est souvent contrariée par un nombre incalculable d'éléments, dont on reparlera tout à l'heure, qui peut être par exemple, que l'espace depuis lequel je suis n'est pas de bonne qualité, et surtout qu'on ne m'a pas laissé d'espace suffisamment libre pour pouvoir advenir. Parce qu'à partir du moment où je me mets en mouvement, il faut bien que j'ai un espace de l'autre côté. Et ça conduit à un concept qui va être le concept central dans la pensée de Deleuze, qui est le concept de la résistance. C'est-à-dire, quand la modalité d'existence n'est pas possible,
Alors dans ce cas-là, il faut advenir à un concept de résistance. C'est-à-dire qu'il faut faire l'effort depuis la place où je suis, il faut faire l'effort non pas d'exister, c'est-à-dire de sortir de sa place, mais de résister, c'est-à-dire de se maintenir dans sa place. Et la résistance, elle se fait donc pour deux raisons. Elle se fait, par contrainte, parce que je ne peux pas me déplacer, parce que je n'ai pas de place laissée libre ailleurs pour que je puisse advenir. Ou alors, si elle n'est pas par contrainte, elle se fait de manière volontaire, parce que j'ai besoin à un moment de m'incruster ou de tenter de m'incruster dans cette Cora, au sens de pouvoir faire advenir ce que Derrida appellera un faire-œuvre. Et c'est exactement ce que Gilles Deleuze définira à ce moment-là, dans le R comme résistance, c'est que la résistance, c'est la possibilité de comprendre l'acte de création, c'est-à-dire ce moment, cette tentative de s'incruster dans cet emplacement, dans ce réceptacle où je suis, duquel je dois partir, duquel je dois absolument partir, et cette résistance, en tant que, non pas comme contrainte, mais en tant que processus volontaire, c'est ce qui permettrait d'interpréter la possibilité de l'acte créatif, en tout cas chez Deleuze. Donc évidemment, Deleuze répond de manière assez exemplaire à ces questions-là, à partir de ces deux éléments, donc je répète, soit la question d'une essence en tant que devenir, soit la question d'une résistance. Le terme de Cora désigne donc une place occupée par quelqu'un en tant qu'elle devra absolument être libérée. Il s'agit donc d'une place mobile, autrement dit, de ce qu'on appelle en philosophie, il s'agit donc d'une possibilité. Donc ma deuxième proposition que je vous donne, c'est l'interprétation de Cora en tant que possibilité. Alors si je voulais vraiment faire pédant, je dirais en tant que possibilisation, mais on va rester sur le terme possibilité, ça suffira bien pour aujourd'hui, qui serait une possibilité de comprendre ce que vous proposez dans le cadre de cette journée d'études sur la question du tiers. Le tiers est une possibilité de comprendre ce qu'on appelle la possibilité. À partir de ça, il faut comprendre que la Cora est fondamentalement impropre, c'est-à-dire qu'elle n'est rien au sens propre. On se souvient de la citation de la BCIS. Elle n'est rien au sens propre, elle n'a pas de propriété, mais elle est une réclamation de devenir la possibilité de quelque chose. Et c'est ça qui est le plus important, c'est-à-dire que la Cora, c'est cet espace impropre en tant qu'elle peut accueillir la possibilité d'un faire devenir. Donc, à partir de ça, la question absolument centrale à notre affaire, la seule question qui aurait dû avoir lieu en philosophie, c'est non pas qu'est-ce que l'être, le toon, puisque le toon, en fait, ça n'a pas d'importance. La question centrale de la philosophie aurait dû être et devait être qu'est-ce qui a lieu? Ce serait ça. Et la réponse devrait être, alors après, il va falloir la gloser de manière très longue. Enfin, quand je dis très longue, c'est pas pour aujourd'hui, je vous rassure. Mais c'est tout le travail qu'il faut faire, c'est-à-dire que la réponse pourrait être littéralement un faire-place. Et c'est ça que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc Jacques Derrida dit très justement que la Cora n'est absolument jamais située et qu'elle est fondamentalement situante. En ce sens, elle est exclusivement, pour Derrida, performative. La Cora n'est pas un lieu en tant que tel, la Cora n'est pas désignée, la Cora n'est pas repérable, elle n'est pas identifiable, elle est fondamentalement performative. La Cora est ce qui est possible depuis une espace. Cora permet le mouvement à partir de l'espacement et c'est la seule possibilité, comme disait Derrida, de faire œuvre. Alors, à partir de ça, j'ai proposé donc une double lecture du concept de Cora et je vais faire une double conclusion dans les 10 minutes qui me restent. Une double conclusion à la fois sur la question du timé et à la fois sur la question du tiers dans le cadre du colloque. Alors, la première chose, c'est qu'il faut revenir à la question liminaire du timé et de se dire, du coup, qu'est-ce qui a été fait dans l'histoire de la philosophie et qu'est-ce qui n'aurait pas été fait. Alors, la première chose, c'est je pense que par rapport à la lecture fondamentale du timé, je pense que la première réponse qui doit être posée, à partir des commentaires d'Heidegger, c'est qu'on a insuffisamment pensé ce qu'on appelle l'essence de l'agir, pour essayer de faire en sorte que de penser l'essence de l'être. C'est-à-dire qu'on a absolument voulu penser l'être, mais qu'on n'a pas pensé la possibilité du devenir de l'être. Et c'est ça qui a été le grand drame probablement de la philosophie, c'est que la philosophie ne s'est pas attachée à ça. Et donc la philosophie, à partir de ça, a développé ce qu'on appelle de l'ontologie, c'est-à-dire la tentative d'appréhender le on, mais qu'elle aurait dû faire un autre travail, qui aurait été un travail absolument d'interpréter la question du devenir. Donc ça, il y a évidemment un travail à faire fondamental. La deuxième possibilité de comprendre, c'est de comprendre en fait que nous n'avons pas encore atteint l'avertissement liminaire de la pensée platonicienne, qui aurait consisté justement à, une fois qu'on a pensé le on, l'être, le grand travail suivant aurait été de penser la question de l'existence, mais l'existence comme mode de perception, alors que là on va appeler la compréhension au sens propre, qui est l'aïstheta, c'est-à-dire la manière avec laquelle, en tant que vivant, j'ai besoin de prendre quelque chose sur le monde pour pouvoir vivre.
J'ai besoin de prendre quelque chose depuis la Cora pour pouvoir vivre et pour pouvoir changer de place. Et à mon sens, ça n'a pas encore assez été fait. Et puis, il y aurait probablement, pour un devenir possible de la philosophie, l'interprétation à venir qui serait l'interprétation de la Cora. Et c'est une des conclusions que Derrida fait dans son texte, qui serait effectivement, s'il y a un devenir de la philosophie, il est probablement là. À partir de ça, nous avons appris que la pensée de l'être n'est pas suffisante, et qu'elle n'est même pas intéressante au sens propre, et qu'elle nous a conduit à une aporie. Nous n'avons pas encore suffisamment pensé à cette question de laïstheta comme dispositif de saisie, et à partir de ça, comme ce qu'elle produit comme conséquence sur le monde et l'état restant du monde. Et donc il nous reste un immense travail à faire pour comprendre ce qu'est cet aïstheta. Qu'est-ce que c'est que la condition d'existence? Eh bien, la condition d'existence est une autre manière de traduire aïstheta en grec, c'est-à-dire de le traduire comme compréhension, c'est-à-dire cette manière avec laquelle je vais saisir sur le monde, ce que vous retrouvez dans le concept allemand de Begriff, qui dit la question du concept, ou que vous retrouvez dans la question du concept. C'est ça, la condition d'existence, l'existence, c'est cette manière avec laquelle je saisis le monde, et en tant que saisie du monde, je vais prélever quelque chose sur ce que le monde est. Voilà, et ça, il va falloir essayer de le penser à partir de la question de la Cora. Et donc, qui sera ma conclusion pour cette intervention. Ma conclusion, je vais essayer de la produire à partir d'un truc, alors vous m'avez déjà entendu parler de cette question-là à maintes reprises, qui est d'essayer d'ouvrir la compréhension du concept de Cora à partir d'une terminologie qui est arrivée relativement récemment, on va dire dans les 20 dernières années dans l'histoire de la philosophie, qui est une tentative de comprendre autrement ce qu'on appelle l'être, l'essence, c'est-à-dire l'essence de l'être. C'est-à-dire en gros, si on va le faire de manière très simple, l'essence de l'être, c'est la place depuis laquelle l'être peut advenir à l'existence. Or, on sait que depuis un certain nombre d'années, il y a une possibilité en français de comprendre l'essence de l'être à partir d'un autre terme qui lui est strictement identique en termes de son, et que ce terme, c'est l'être, mais qu'on écrit à I circonflexe TRE. Okay, on sait que ce terme être à I circonflexe TRE a la même étymologie que le mot âtre, et qu'il provient comme étymologie du terme atrium, c'est-à-dire que c'est une histoire de placement et de déplacement à l'intérieur des espaces que nous tentons d'occuper. L'être désigne en français une chose extrêmement simple, ça désigne la place laissée libre. Donc moi, ce que je propose aujourd'hui pour arriver à comprendre ce qu'est ce concept de faire tiers, c'est de tenter de le comprendre à partir de la relation entre ce qu'on appelle Cora, une sorte de prendre place et faire place, et l'être, AITRE, en tant qu'espace laissé libre. C'est-à-dire que pour qu'il y ait la condition fondamentale de la Cora, c'est que j'ai un faire place. Mais pour que je puisse faire place, il faut impérativement qu'une place libre m'ait été accordée. Or, si aucune place libre ne m'a été accordée dans mon faire place, je deviens suspendu et je suis errant au sens propre. Je n'ai pas la possibilité d'advenir autrement. Et si je suis dans cette forme fondamentale d'errance, je ne peux pas accorder mon être à une condition d'existence qui m'est nécessaire à un moment de mon existence. Et c'est ça, cette relation qui est la plus importante, c'est de comprendre cette question-là. C'est de comprendre que pour qu'il y ait un faire-place, il faut qu'il y ait une place laissée libre. Sans cette place laissée libre, on arrive à un drame, on arrive à un chaos absolu, et qui est probablement ce que nous sommes en train de vivre, parce que ça prive ma possibilité du mouvement, et ça me contraint à une résistance forcée, puisque ça me contraint à demeurer là où je suis. Et que ma réclamation, elle est à la fois dans la possibilité de cette Cora, c'est-à-dire d'en faire place, mais ma réclamation, elle est double, c'est que pour qu'il y ait ce faire place, il faut absolument qu'il y ait un autre espace laissé libre pour que je puisse advenir. Sinon, il y a un blocage. Alors, on en a d'ailleurs parlé hier dans le séminaire. Souvenez-vous aussi de cette chose qui est fondamentale, c'est que en français, le mot être à I circonflexe TRE désigne la place laissée libre. Et ça désigne particulièrement cette place qui doit être laissée libre devant un bâtiment institutionnel. Ce qui renvoie à ce que Caroline disait tout à l'heure sur la question de la limite entre la limite administrative et la limite biologique ou la limite du vivant. En particulier, l'être à I circonflexe TRE est cette place laissée libre devant les églises, qui est une place qui n'est donc assignée à aucun rôle, à aucun usage, et qui est cette place absolument nécessaire. Giorgio Agamben le dira d'une autre manière, puisque lui, il appellera ça dans l'éloge de la profanation ce qu'est le profane, c'est-à-dire la possibilité depuis cet espace, depuis la sortie de l'espace institutionnel, la possibilité de réintégrer un espace de l'usage. Or, on le sait, les êtres AITRE, c'est-à-dire ces espaces laissés libres qui entourent les églises,
ont été, depuis plus de 1000 ans, et même encore avant c'était le cas, ont tous été occupés comme cimetières. On met dans ces espaces laissés libres les corps des êtres morts. Ce qui signifie donc deux choses. Un, ces êtres ne sont plus libres, il n'y a plus d'espace libre, puisqu'ils sont occupés en tant que cimetière. Et ils sont occupés en tant que cimetière pour plusieurs raisons, c'est-à-dire qu'il faut trouver une place, évidemment, pour mettre les morts, mais il faut les mettre au plus proche de ce qu'est l'église, et donc on suppose évidemment un traitement économique de la gestion de cette place laissée libre, qui devient une place économique, puisque je vais payer pour être au plus proche de ce qu'est l'église, et donc au plus proche de la possibilité du salut. Et la deuxième conséquence, ça veut dire que ce qui est l'être en tant qu'espace laissé libre, AITRE, un, ça n'existe plus, et deux, c'est un espace qui est saturé de hantise, puisque le seul espace que je devrais pouvoir avoir comme possibilité d'advenir, c'est un espace qui est rempli de corps morts et qui est rempli de spectres. Et à partir de ça, on peut profondément à la fois reconvoquer le concept de résistance chez Deleuze et reconvoquer cette question qui est structurelle, qui est que l'espace où nous vivons aujourd'hui est un espace profond de la hantise, au sens où la hantise est un terme qui, depuis l'ancien allemand, dit quelque chose d'une colocation où il n'y a plus de place. Et la hantise, c'est précisément, la hantise existe précisément parce qu'il n'y a plus de place laissée libre. S'il n'y a plus de place laissée libre, la Cora ne peut pas advenir en tant que telle, puisque je ne peux pas déployer mon existence comme advenir. Et à partir de ça, on arrive à une crise massive, qui est la crise évidemment de nos conditions d'existence, puisque nos conditions d'existence ne sont pas accordées, à la fois parce que je désire fondamental cette Cora, parce qu'au fond, on pourrait aussi considérer que la Cora, c'est du désir. C'est une autre manière de traduire la Cora comme puissance de désir, comme possibilisation vers du désir de me déplacer, du désir de me mettre en mouvement. Mais si l'espace n'est pas libre, mais si l'espace, en plus de ne pas être libre, est saturé de spectres, à partir de ça, je n'ai plus la possibilité de me mettre en mouvement. Et à partir de ça, la Cora s'amuit, la Cora se rétrécit, et elle se rétrécit en même temps que je suis obligé, dans une forme de contrainte, d'expérimenter un autre type de résistance, d'expérimenter une autre modalité de mes conditions d'existence, que ce soit pour un vivant qui n'est pas un vivant humain, évidemment pour un vivant humain. Donc voilà ce que j'aurais essayé de proposer. Il est 10h29, ça va. Voilà ce que j'aurais essayé de proposer. J'aurais essayé de proposer cette idée que pour essayer de penser la question du tiers, du faire tiers, il faut le penser à partir de cette Cora comme indétermination, mais cette indétermination, elle est une possibilisation. Elle est ce qui rend possible la question du devenir. L'impossibilisation de cette condition du devenir ouvre à une crise, qui est probablement la crise que nous connaissons, et qui va ouvrir. Alors à partir de ça, on peut entièrement tout redécomposer, à la fois sur les conditions écologiques, et recomposer ce mot qui ne devrait pas exister, et le penser d'une autre forme, et à partir de ça, proposer quelque chose comme étant ce tiers. Ce tiers, si je le lis à partir de la Cora, et à partir de Derrida, c'est un espace en tant que cet espace me demande, me réclame de me placer, et dans cette réclamation de me placer, elle m'oblige immédiatement à faire place. Mais pour qu'il y ait ce faire place, pour qu'il y ait cette Cora, il faut que quelque part, une place me soit laissée libre. Sinon, ça ouvre à un drame, et ce drame, il est inépuisable. Voilà.